Bonjour, je suis Philippe Viexorek de Minologique. J'ai le plaisir de vous accueillir aujourd'hui au webinaire de l'IA organisé par MIAI. On est un petit peu en retard parce que j'ai rencontré pas mal de soucis de connexion, donc du coup je ne tente pas de mettre ma caméra pour ne pas, ne pas perturber ma connexion instable. Donc comme vous le savez, ces webinaires sont mensuels et effectivement on revoit un petit peu les applications de l'intelligence artificielle. Et aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir Quentin Muller de Calray, qui va nous parler d'intelligence artificielle probablement frugale et en tout cas embarquée et en bordure, donc de edge computing. Je vous invite à poser vos questions dans l'espace prévu à cet effet dans l'interface Zoom, et puis on prendra les questions après l'intervention de Quentin. Euh, et donc voilà, je vous quitte temporairement pour donner la parole à Quentin. Très bien, ben, merci à tous. Merci Philippe. Merci à tous d'avoir rejoint le webinaire. Donc moi, c'est Quentin Muller. Je travaille pour Calray en tant qu'ingénieur application, notamment sur la branche IA, Edge Computing et d'apporter des solutions en tant qu'ingénieur chez Calray. Aujourd'hui, on va parler beaucoup intelligence artificielle et notre positionnement par rapport au Edge Computing et les différentes solutions que l'on peut apporter. Aujourd'hui, Calray, on, on a une forte stratégie, notamment au niveau de la data. La data, c'est essentiel aujourd'hui, ne serait-ce qu'avec l'évolution des marchés, l'évolution du digital, l'évolution de la 5G, du edge, du cloud computing et du fig computing dont je parlais tout à l'heure. Aujourd'hui, la data est à clé, entre guillemets, pour prendre les bonnes décisions, notamment en temps réel. Il y a énormément de données qui sont diffusées, ne serait-ce que par les capteurs, ne serait-ce que par les véhicules, ne serait-ce que par le transport, ne serait-ce que par l'ensemble de notre environnement dans lequel on vit aujourd'hui. Donc, c'est notre position, c'est notre vision et c'est dans laquelle on s'inscrit. Et aujourd'hui, en tant que start-up, compagnie, on va dire, implantée en France, on essaie de devenir des leaders, ne serait-ce que pour apporter des solutions hardware et software pour ces technologies et dont la data est intensive. C'est pour ça qu'on va parler de data intensive application et ne serait-ce que pour porter ces décisions, ça demande beaucoup de calculs et la solution Calray, ne serait-ce qu'avec le processeur, le MPPA, va apporter énormément de réponses à tout ça. Calray en quelques mots. Nous fabriquons un DPU, qui est un Data Processing Unit. Aujourd'hui, c'est un processeur, on va dire, comprenant énormément de cœur pour pouvoir calculer, et ne serait-ce que pour engranger un maximum de data et de calculer et de donner un maximum de prédictions pour aider à la décision. Et ça, c'est notre cœur de métier. À côté de ça, c'est plus de 10 ans, entre guillemets, de développement. On en est à la troisième génération de MPPA. Plus de 180 millions d'euros d'investissement dans la recherche et développement chez nous. Et dans ce processeur, on enferme plus de 30 brevets, ou familles de brevets, pour ce processeur. On est présent sur tous les continents, l'ensemble des continents asiatiques et américains. Notre HQ est à Montbonneau à Grenoble, mais bien implanté en France aussi. Voilà. Des partenaires principaux, on a NXP, Safran, MBDA, Renault, qui sont notre capital et qui nous aident, entre guillemets, dans cette histoire et cette belle aventure. La data est très large. Aujourd'hui, on se focalise sur deux branches très principales, qui sont le storage, d'une part, et tout ce qui est edge computing, et notamment l'intelligence artificielle. Et c'est ce dans quoi on va s'inscrire, et ce dans quoi on s'inscrit aujourd'hui, ne serait-ce que pour cibler ces marchés et être pertinent, ne serait-ce qu'avec notre processeur. C'est pourquoi on va apporter une solution, on va dire, unifiée, qui va permettre de renfermer l'ensemble des solutions, ne serait-ce que pour le storage et l'edge computing. Pour ça, le MPPA, un DPU processeur pour Data Processing Unit, on utilise un processeur de type Minicore qui va permettre de calculer efficacement. Et on va apporter ça, ne serait-ce que sur des, des branches telles que le edge computing ou le storage. On a une autre division qui permet de développer ces solutions,
notamment au niveau du storage. Je ne vais pas en parler ici, puisque aujourd'hui, c'est plutôt orienté intelligence artificielle et edge computing, mais ce sont des solutions qui existent, et qui pourraient faire objet d'un autre meeting, par exemple. Notre position et comment on voit par rapport au edge computing, qu'est-ce que c'est sa définition exactement? Les définitions, elles changent un petit peu malgré tout, ne serait-ce que par rapport à nos visions du monde, des technologies, l'évolution des technologies aujourd'hui. Et le bilan aujourd'hui, en 2023, c'est qu'on peut diviser le edge computing un petit peu en trois, jusqu'au du device edge computing ou thin computing, ce qu'on peut voir au niveau de la slide à gauche. Ça va principalement ça va toucher la branche de l'IoT, par exemple, où on va insérer un minimum d'intelligence au niveau du device, au niveau des capteurs, au niveau du téléphone. Et ensuite, c'est des capacités de calcul qui sont nécessaires, mais elles sont moindres. À côté de ça, d'autre part, on va retrouver tout ce qui est data center, cloud. On parle plus même de cloud computing, où là, on va avoir d'énormes fermes de serveurs qui vont calculer pour répondre au manque de calcul que l'on pourra avoir sur le device ou le thin computing. Calray se positionne plus entre deux, c'est-à-dire apporter une forte puissance de calcul efficace et toujours sur une branche locale et proche des capteurs de façon à renformer un maximum les datas. Les traiter, donner et traiter les algorithmes en adéquation avec les applications, les use cases et les cas d'application industrielles. On voit deux parties, on parle de on-premise edge, qui concerne principalement l'industrie 4.0, le transport, le médical, par exemple, où là, on va avoir une forte besoin de calcul qui est toujours proche, entre guillemets, de l'application. Et derrière, ensuite, après, on peut avoir aussi, là où le cloud computing ne peut pas répondre, on peut avoir très bien un regional edge, c'est-à-dire un data center pas portatif, mais proche, entre guillemets, des cas d'application qui sont nécessaires sur le côté local. Le but est de répondre un petit peu sur ces différents points, ne serait-ce que sur la faible latence, des requirements, ne serait-ce que sur des grosses bandes passantes de données qui demandent énormément de calcul. La sécurité est un enjeu aussi et le coût, ne serait-ce que pour ça. Si on prend un petit peu une matrice croisée dans laquelle on se situe, on va toucher un petit peu ces use cases, entre guillemets, industrial use cases, où le edge computing market est significatif. Cette matrice croisée croise un petit peu les besoins aujourd'hui, ne serait-ce que pour l'industrie, les transports, le médical, les médias, les smart cities aujourd'hui, ou encore la 5G. Et derrière, un petit peu le champ de compétences que l'on peut retrouver et les besoins de calcul que l'on va pouvoir exécuter, on va retrouver la computer vision, le video processing, les analytics par exemple, ou encore le motion control, ou bien sûr l'intelligence artificielle dans laquelle ça s'inscrit. Aujourd'hui, cette matrice, elle est très importante et très demandée par l'industrie et l'automotive ou le transport. Ensuite, on va retrouver plus des besoins, ne serait-ce que vidéo processing, computer vision, un petit peu d'intelligence artificielle, ne serait-ce que pour la 5G, les smart cities, etc. Le marché de edge computing aujourd'hui est très fort et aujourd'hui, on essaie d'y répondre à travers les processeurs Calray, notamment les DPU. Voilà un petit peu pour notre positionnement, un peu là où on se situe principalement au niveau de Calray. Et aujourd'hui, on essaie de répondre ça avec notre troisième processeur notre processeur de troisième génération. Aujourd'hui, on est sur Coolidge V2. C'est un nouvel arrivant à Calray. Je suis assez un peu l'honneur de présenter ça aujourd'hui, puisque ça fait aujourd'hui c'est un processeur significatif sur le marché et s'inscrit dans notre roadmap de développement aujourd'hui en 2023. Juste bien avant, on avait Coolidge, il existait Hyundai, Boston. Jusqu'à présent, on avait Coolidge V1. Aujourd'hui, on est sur Coolidge V2. Et plus tard, Dolomite. Je vais en parler plus tard. Ce processeur, c'est un DPU, une technologie de 16 nano en FinFET, qu'on retrouvera à 80 cœurs, 80 tiles de MKVX,
avec une puissance de calcul autour de 50 teraops pour du Intuit ou du 25 teraflops pour du FP16 principalement. Les cas d'application de ce processeur dans lequel on offre, ça va principalement, comme je disais tout à l'heure, ça concerne le storage, l'intelligence artificielle, le edge computing, la 5G. Et c'est dans lequel on va s'inscrire. On est autour pour ce type de processeur sur des consommations entre 20 et 80 watts, dépendamment d'algorithmes et les données à évaluer. Le processeur est aujourd'hui en under evaluation, donc dans nos locaux, et est en train d'être poussé à son maximum pour être le plus efficace possible. Plus tard, on aura Dolomite, qui est une 4e génération de processeurs. Alors, il est toujours sous définition. Néanmoins, on cible toujours des use cases et un marché un peu plus développé, ne serait-ce que toujours sur le storage, l'AI, le edge computing et la 5G. Voilà, donc on va voir un petit peu ce qu'il y a à l'intérieur de ce processeur et comment il se compose. La plus grosse offre qu'on fournit au niveau cadré, c'est ce qu'on appelle des TC4. Donc c'est quatre processeurs qui sont sur la même board qu'on retrouve ici. Et pour chaque processeur, on va retrouver donc un Manycore processeur qui va gérer la data. On va retrouver 5 clusters de 16 cœurs. Donc pour chaque processeur, on va retrouver 80 cœurs qui ont une capacité forte de calcul que j'ai détaillé ici. Chaque cluster comprend 16 ce qu'on appelle des PE. Ce sont des petits cœurs qui disposent d'une mémoire interne, ce qu'on appelle une shared memory. Et pour chaque PE dispose d'une structure d'instruction en VIW et surtout d'un tenseur, d'un coprocesseur qui va permettre d'accélérer les calculs, ne serait-ce que pour les calculs matriciels, par exemple, en FP16 ou en Intuit. Et c'est notre force de calcul. Si on reprend un petit peu cette structure, on a plusieurs points clés et essentiels. C'est qu'aujourd'hui, on a un processeur qui répond aux besoins des standards de programmation aujourd'hui, ne serait-ce qu'OpenMP, OpenCL, sur les standards POSIX. On a 80 cœurs par processeur qui fonctionnent à 1 giga 2. Et le but est d'apporter une puissance de calcul par processeur de 50 teraops en Intuit et 25 teraflops en FP16. Sur une faible consommation, en moins une consommation autour de 30 watts, typiquement. On pourra retrouver des I/O, ne serait-ce que pour communiquer avec la carte. On est sur du PCI Gen 4 et on dispose de mémoire de type DDR4 de façon à pouvoir stocker la data et la traiter. Derrière, pour chaque processeur, on retrouvera donc 5 clusters qui disposent chacun de 8 mégas de mémoire partageable ou shared memory directement sur le chip. Concernant ses performances, comme je disais tout à l'heure, Coolidge V2 à 80 cœurs, c'est exactement en Intuit dans un premier temps. Au niveau du cœur, 3.8 teraops, mais apporté par le coprocesseur, presque 50 teraops. Aujourd'hui, pour des calculs en Intuit sur le MPPA, on atteint un pic de calcul à 53 teraops. Je focus principalement sur ces deux types de data type, le floating point 16, où lui aussi on va apporter une puissance de calcul nécessaire pour répondre aux besoins d'aujourd'hui. Ne serait-ce que au niveau du processeur, on va apporter 2.3 teraflops et 24.6, on va dire à peu près 25 teraflops par processeur. C'est un gain aujourd'hui par rapport à Coolidge V1, x2 en Intuit et x7, voire quasi x8 par rapport à Coolidge V1. Par rapport à la compétition, où est-ce qu'on se situe aujourd'hui, on essaie de se situer, de se comparer par rapport au marché. Néanmoins, on essaie de cibler des algorithmes qui sont significatifs, ne serait-ce que pour répondre aux besoins d'aujourd'hui, comme le médical, l'industrie 4.0.
Ici, on peut voir des performances assez intéressantes, ne serait-ce que pour des algorithmes de type UNet, donc c'est de la semantic segmentation avec pour l'intelligence artificielle. En exemple, j'ai mis une image qui peut être qui permet d'illustrer un petit peu ça. C'est sur un dataset de détection de tumeurs au cerveau. C'est ce que, par exemple, la lunette permet de faire en termes de prédiction, ne serait-ce que pour le médical, par exemple. Si on compare à la compétition, un GPU de 312 teraflops, ça permet d'avoir une performance de 50 200 frames par seconde. Et si on calcule l'efficacité de ce type de GPU, ben, on est autour de 11,5%. C'est plus ou moins ce que l'on peut avoir. Côté Coolidge 2, et si on a 4 processeurs sur un même board PCI, ce qu'on appelle la TC4 aujourd'hui, on apporte une puissance de calcul autour de 107 FPS, teraflops, pardon, et une performance de 6500 FPS. Aujourd'hui, on est sur une efficacité d'autour de 42%, mais selon l'algorithme, on peut avoir un peu plus ou moins, c'est-à-dire autour entre 35% et 60%. Ce type de réseau, UNet, qui est utilisé dans beaucoup de secteurs, assez significatif pour nous parce que ça permet de mettre en avant entre guillemets, les puissances de calcul du MPPA. Si je fais ce comparatif, c'est très important parce que ça permet de nous situer nous aussi et de montrer à quel point le processeur permet de montrer son efficacité. Et qui dit efficacité dit que l'on permet de fournir plus de puissance de calcul pour moins de puissance à fournir ou ce qu'on appelle en métrique le FPS par dollar ou FPS par watt. Donc si on compare un Coolidge V2 à un GPU standard qu'on peut trouver sur le marché, standard, les plus hauts GPU qu'on peut retrouver sur le marché, aujourd'hui pour ce même type d'algorithme, en FP16, on va retrouver 5600 FPS sur TC4, 8400 en N8, et par contre, sur ce type de GPU, on va retrouver 5200 à 5950 FPS traités. Si on fait un ratio FPS par watt, c'est ce qu'on va regarder en termes de consommation et d'énergie, on va être à peu près similaire, mais on sera un peu plus significatif, ne serait-ce que pour tous les calculs en études. Et par exemple, en termes de coût, on est bien mieux que face à la concurrence. Ce qu'il faut retenir un peu de cette slide, c'est qu'aujourd'hui, on est à 8 à 10 fois plus performant par rapport à notre précédent processeur, c'est-à-dire Coolidge V1. Et par rapport à la compétition, on se situe à 3 fois, voire 6 fois meilleur en termes de ratio perf dollar ou perf par watt, ou d'efficacité, pardon, x4 par rapport à la compétition. Toujours côté cadré, nous focusons sur on va dire principalement dans l'edge computing, deux secteurs, notamment il y a la 5G, mais aussi tout ce qui est réponse aux besoins d'algorithmes, notamment en intelligence artificielle. La force du MPPA, c'est que c'est un processeur qui permet la parallélisation des calculs, et notamment le type d'application que l'on peut retrouver en termes de use case. Ça concerne les CNN et l'ensemble des réseaux de neurones. La force d'un CNN, c'est qu'on peut très bien calculer sur des petites portions d'image et intermédiairement sur des différentes layers d'un CNN pour ensuite combiner les résultats d'image et donner une prédiction. Ces types d'algorithmes, sous forme de DAG, permet d'être séquencé et calculé très rapidement de manière synchronisée sur le MPPA. Si on prend aujourd'hui les besoins tels que l'on a au niveau des CNN, aujourd'hui, on va donner énormément de données, c'est-à-dire des images, soit par caméra, soit par LIDAR, par exemple. Et toutes ces données vont devoir être traitées par le MPPA. Pour ça, on va développer et on va fournir avec le MPPA des solutions software. Calray Neural Network fait partie du SDK de Calray, on appelle ça CAN, qui va supporter un ensemble de frameworks que l'on utilise beaucoup par le marché, TensorFlow ou Ananix par exemple, sur des standards, et via des réseaux de neurones entraînés, on va parser et générer du code pour que ce soit lisible sur le MPPA. Le but est de donner une solution clé en main
pour l'ensemble de nos clients et insérer dans leur process ou leur pipeline de détection ou de décision l'ensemble des résultats qui devront être combinés pour pouvoir faire pour des solutions industrielles. Cette CAN software, c'est aussi un software qui va permettre d'apporter une approche au niveau des réseaux neurones, notamment au niveau du CNN aujourd'hui, et qui permettra donc de générer, d'installer et aussi d'exécuter ce qu'on appelle des CNN de façon multiple et de façon hétérogène à travers le MPPA ou à travers les boards PCI que l'on a. J'en reviens à cette slide qui va permettre un peu d'illustrer l'ensemble de nos capacités au niveau du MPPA, c'est-à-dire la façon dont on peut allouer de façon hétérogène les algorithmes. On ne peut pas forcément parler que d'IA, parce qu'on peut très bien aussi parler d'algorithmes, soit de fusion de données, soit de computer vision, ou soit de calcul matriciel via des librairies mathématiques de type BLAS. Cette capacité en fait du MPPA, on le retrouve nullement, soit sur du GPU ou autre. Et cette capacité au MPPA de pouvoir allouer spatialement ou de manière interlivée dans le temps l'ensemble des algorithmes que l'on veut, c'est très important, ne serait-ce que pour répondre aux besoins d'aujourd'hui. Parce qu'il y a ces besoins d'intégration, il y a ces besoins de pré-processing et de post-processing, ne serait-ce que pour intégrer de l'intelligence artificielle dans des solutions industrielles. À travers ça, on pourra retrouver ce qu'on va fournir au niveau de Calray, c'est un ensemble d'outils, des outils hardware, des outils software. Dans un premier temps, c'est l'intégration dans des systèmes, on va dire à bas level, dans des systèmes de serveurs ou des racks, dépendant du form factor. L'intégration de différentes cartes qu'on pourra retrouver, soit d'A400, c'est-à-dire une board avec un MPPA, 80 cœurs, ou tout simplement une board avec 4 MPPA, une carte PCI qui répondra aux besoins de calcul de l'application d'utilisateur. Bien sûr, le système multiboard existe, puisque bien sûr, c'est intégrable dans des serveurs. On pourra retrouver deux modes de fonctionnement, notamment pour la partie storage essentiellement, la partie standalone, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'éléments hôtes, mais pour des besoins AI généralement et edge computing, on va retrouver une machine haute, de type x86 ou ARM par exemple, et auquel on va accrocher des TC4 en termes de carte accélératrice pour le calcul. Ça, c'est pour répondre aux besoins hardware. Et ensuite, la deuxième partie est principalement d'offrir à nos clients un ensemble d'outils et de frameworks, un SDK, ne serait-ce que pour développer, faire tourner et faire tourner l'ensemble des réseaux neurones. Donc, on a une couche, on va dire, middleware qui va permettre de communiquer directement avec le processeur de Calray et les frameworks de compute. On pourra retrouver du OpenCV, on pourra retrouver des mathématiques BLAS ou des moteurs on va dire des exécutables pour faire de l'inférence pour des réseaux neuronaux. Derrière, on répond à des standards auxquels on va être le plus efficace et le plus cohérent, notamment des implémentations C, C++, OpenCL par exemple, de façon à ce qu'en fait, chaque client puisse apporter, entre guillemets, ou intégrer directement son code et son application dans l'architecture du MPPA. Voilà. J'en viens un peu à la conclusion, juste pour revenir sur certains points. Aujourd'hui, l'environnement dans lequel on vit est inondé par les données et de plus en plus, les applications doivent être traitées. Et aujourd'hui, on aborde vraiment le terme de data intensive applications, ne serait-ce qu'au plus près de l'utilisateur, non pas forcément répondre aux besoins du cloud computing, mais vraiment répondre aux besoins du edge computing, comme on va pouvoir le retrouver dans l'industrie 4.0 ou encore la 5G, principalement. Donc nous, on essaie de répondre à ça, et par un processeur qui a une forte efficacité, de forte performance, on est significatif, on est sur le marché, et ne serait-ce qu'avec Jeu qui vient juste d'arriver par rapport à la concurrence qu'on peut trouver aujourd'hui.
On a la capacité à avoir une forte scalability, donc une forte adaptation pour des intégrations et des solutions de type intelligence artificielle, par exemple, répondre à des besoins d'implémentation d'algorithmes de façon hétérogène, par exemple, et tout ça sur des cas critiques, temps réel, par exemple, ou encore des solutions beaucoup plus grandes pour répondre à ce qu'on appelle la smart decision dans les flows et les pipelines du use case d'aujourd'hui. Voilà. Et demain, comment on travaille pour développer le nouveau processeur, la 4e génération de processeur qui s'appellera Dolomite. Et c'est sur quoi on bosse dessus, bien qu'on essaie de mettre entre les mains de nos clients notre fameux Coolidge 2 avec de belles perspectives. Voilà, j'en ai un peu terminé. J'espère que ça a été assez concis et cohérent à vos attentes. Et bien sûr, les questions sont bienvenues. Merci Quentin, c'était très très bien. Je vous engage, alors il y a quelques questions qui commencent de tomber avant de prendre les questions dans le chat. Moi j'avais une question peut-être de néophyte, hein, mais tu mentionnes la concurrence, donc on est d'accord que la concurrence du MPPA, c'est des cartes NVIDIA et AMD. On va retrouver du NVIDIA, effectivement. Ouais, voilà. Aujourd'hui, si on est sur des GPU de type A100, par exemple. D'accord. Et typiquement, ce que j'ai compris, c'est qu'en fait, j'ai mon appli qui tourne sur un NVIDIA dans un TensorFlow, par exemple. Je la Ouais. porte quasiment directement sur un MPPA sans autre impact qu'une petite recompile. On peut dire ça ou j'exagère? L'environnement, de façon, on va dire matérielle, oui. De façon software, ça va être légèrement différent. Néanmoins, le but, c'est que ce soit du plug and play, oui. D'accord. Alors, le but, c'est pas de remplacer forcément NVIDIA, c'est tout simplement apporter vraiment une solution là où NVIDIA ne devrait quoi, là où NVIDIA n'est pas. Où NVIDIA, on voit plus des solutions de cloud computing avec du GPU et c'est des GPU. Aujourd'hui, on axe vraiment sur le data process unit, où là, on va vraiment collectionner l'ensemble des données de manière locale, même si et de plus, elles sont intensives. Donc, en fait, généralement, l'architecture, elle est autre, l'architecture, elle est différente. Après, on répond à un besoin qui est, on va dire, nécessaire avec les infrastructures d'aujourd'hui. Merci. Je vais commencer à prendre les questions dans le chat, hein. N'hésitez pas à en poser d'autres. Donc, il y a une question qui fait référence aux technos de mémoire. Donc, aujourd'hui, on est en DDR4 ou équivalent. Oui. Et la question, c'est est-ce que les technos de mémoire évoluent autant que les processeurs, notamment de Calray, peuvent le faire? Et donc, est-ce que le facteur limitant, c'est la mémoire ou est-ce que le facteur limitant vient d'autre chose? Elle peut venir de beaucoup de choses. Elle va dépendre de l'environnement dans lequel s'inscrit le MPPA. Elle va dépendre. Alors, je vais pas parler d'abord parler d'infrastructure et d'architecture système. Ça va dépendre dans lequel en fait le MPPA va s'inscrire. Ça va dépendre de la donnée et l'algorithme qui va le traiter. Bien sûr, c'est des cas, on va dire des cas particuliers qui vont s'étudier. Néanmoins, la DDR, on est sur la DDR4 effectivement sur la Coolidge V2 aujourd'hui, parce que c'est une évolution de Coolidge V1. Néanmoins, les prochaines générations chez Calray, comme Dolomite, auront les dernières générations de mémoire. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans le chat? Non? Bon, la présentation était très claire, hein, Quentin, je confirme. Trop clair ou pas clair? Ça me Non, non, dépend. non, très très clair, très très Non, clair. c'est bien. Mais en tout cas, voilà, j'espère que ça a été assez. Voilà, ce que je souhaite vraiment faire partager, c'est qu'aujourd'hui, on est vraiment on est vraiment sur le marché du edge et on essaie vraiment de s'inscrire là-dedans, d'être un leader européen, voire plus, parce qu'au final, aujourd'hui, on est les leaders tels que l'on peut aujourd'hui, ça va être des leaders américains ou autres. On est souverain, ça c'est des points forts entre guillemets chez nous, et on est significatif. On est efficace, on est performant, et on est vraiment très comparable à ce qu'on pourra retrouver sur le marché aujourd'hui. Voilà. Il y a une question justement sur le soft, donc qui demande un peu plus de détails Bon. sur comment je modifie mon code, enfin quelle est l'ampleur peut-être de la tâche ou comment en rentrant un peu plus dans le détail. Alors pour rentrer plus dans le détail, aujourd'hui, je ne vais pas dire de manière, on va dire, une solution fonctionnelle va généralement dans le flot dans le flot de développement qu'on a aujourd'hui, des solutions d'intelligence artificielle ou autres rentrent,
on va rentrer sur des solutions, on va avoir une intégration Python de la carte NVIDIA, par exemple, etc. On va avoir cette solution fonctionnelle. Aujourd'hui, on fonctionne sur des solutions, on va dire, plus optimisées, c'est-à-dire avec un standard de programmation en C++ avec des applications qui vont intégrer des algorithmes de pré-processing, de post-processing, par exemple, intégrant je sais pas, de la computer vision, par exemple, ou du BLAS. Et en fait, derrière, à côté de ça, nous, on part d'un framework. C'est-à-dire on va compiler à côté, un peu comme le fait, j'ai cité Nvidia parce que c'est 80% du marché et que les gens en connaissent forcément. Mais généralement, on va être aussi à côté dans le sens où on va commencer à optimiser des solutions de production, les réseaux neurones. Et généralement, bah, ça va demander à avoir un réseau de neurones, de parser ce réseau de neurones. On va et à côté de ça, si je reviens sur mes slides d'auparavant, voilà. La solution CAN, par exemple, c'est qu'on va prendre le réseau neurone, on va le parser et on va en générer un binaire de façon exécutable au niveau du MPPA. Donc à partir de là, lorsque la personne va intégrer la solution carrée, il va avoir son programme développé, donner les données, fournir les données au MPPA pour qu'il puisse être traité et lire les données qui ont été calculées par le MPPA. Donc c'est exactement ce qu'on va retrouver sur une carte d'accélération NVIDIA, par exemple, ou AMD. Donc justement, par rapport au framework CAN, il y a une question qui dit est-ce que les architectures de type Transformers sont supportées par CAN? C'est à l'étude, pas aujourd'hui à l'état en tant que tel. Ok, Aujourd'hui, merci. notre roadmap de développement a été très focalisé sur l'ensemble des SNN, donc les Convolutional Neural Network. C'est vrai qu'aujourd'hui, depuis 2020, les Transformers prennent le pas sur le marché de l'AI. Alors, nous, aujourd'hui, on est beaucoup plus axé sur la Smart Vision, donc ce sera par exemple de la Vision Transformers. Ok, une question, enfin une précision sur les mémoires. Donc effectivement, il y a eu un séminaire sur le Far Edge AI qui faisait référence à des mémoires de type Memory Store. Donc je pense que la Oui. question sur les DDR, hein, Elisabeth, corrigez-moi si je dis une bêtise, mais je pense que la question c'était de savoir est-ce que les architectures MPPA vont rester sur de la mémoire standard ou aller vers des nouveaux types de mémoire? Vous parlez des mémoires computing memory, si je ne me trompe pas. Alors, c'est des solutions qui existent, hein. Je sais qu'il y a MemUp à Grenoble qui fait ça. Ouais. Très bien d'ailleurs. Aujourd'hui, comme je disais, la nouvelle génération de processeurs est toujours sous définition. Donc, en fait, on étudie potentiellement plusieurs cas et plusieurs features pour pouvoir être intégrés et répondre aux besoins 2025-2026. Donc, je ne vais pas dire oui, je ne vais pas répondre non. C'est toujours des réponses de Normand, malheureusement. Mais au final, oui, on a ça, on peut très bien avoir ça en tête, mais ça ne veut pas dire forcément que ce sera intégré dans le plan. Après, ça peut être des solutions, je pense, même ça peut très bien être des solutions qui sont à côté, qui pourraient être intégrées. Mais bon, ça, c'est des use cases qui sont très particuliers au final. Merci. En parlant de use case et en attendant d'autres questions dans le chat, est-ce que justement tu pourrais nous citer 2-3 use cases typiques ou évidemment publics, hein, où des Oui. MPPA ont été embarqués? Je pense notamment, j'avais entendu qu'à un moment donné, vous étiez assez actif dans le monde automobile. Je ne sais pas si ça s'est concrétisé ou pas, mais Oui, d'ailleurs, c'est pour ça que Renault est aussi dans notre capital et nous soutient. On a intégré jusqu'à il y a peu la partie automobile et la partie embarquée, ne serait-ce qu'avec une collaboration avec MXP, qui était un produit qui s'appelait la Blue Box. La configuration, c'est que tout simplement, bah, la Blue Box était intégrée dans l'automobile pour centraliser données et l'ensemble des capteurs qui sont traités. Aujourd'hui, on tend vers encore plus de données. Alors, avant, on avait des caméras qui étaient, on va dire, à faible résolution. Aujourd'hui, tout le monde penche un petit peu sur des caméras à haute résolution. Et donc, du coup, bah, on se retrouve sur des use cases très particuliers avec beaucoup de données à traiter. Le cas de Coolidge pourrait très bien marcher avec ce type de use case. Aujourd'hui, on est plus sur des cas où on va un peu plus consommer. Donc, c'est pour ça l'embarqué est toujours une possibilité. C'est pas du tout une porte fermée, c'est toujours une porte ouverte dans laquelle on est. Aujourd'hui, c'est notre effort de développement, elle est un peu, elle se développe plus autour de la TC4 et la 4300, avec des systèmes qui vont consommer entre de 30 et 80 watts, ne serait pour un MPPA.
Donc, après, l'avantage du MPPA, en fait, c'est que c'est une solution qui est très à toute échelle. Je parlais de scalability en anglais. C'est vraiment qu'on peut l'intégrer à un MPPA pour des applications, on va dire, moyennes, et je peux parler de faible énergie, mais moyenne énergie, à des cas d'application. On va traiter encore plus de données, mais par contre, ça va demander plus de ressources et de puissance de calcul. Voilà. Donc, en fait, la capacité au MPPA, c'est de s'adapter à beaucoup et à un large éventail de cas d'application, ça c'est sûr. Le Bootbox, c'était un cas d'application rêvé. Aujourd'hui, on essaie de répondre à ce besoin-là aussi avec Woolwich V2, de la manière dont on peut et en fonction avec qui on est. Voilà. Merci pour la réponse. Une question un peu moins technique, mais intéressante. Alors peut-être un peu intrusive, donc tu as le droit de dire que tu ne souhaites pas y répondre. Sur la dynamique dans laquelle se trouve Calray en termes de chiffre d'affaires, création d'effectifs, et puis des perspectives de croissance éventuellement externes au travers de rachats de sociétés, tu as cité eux-mêmes par exemple, qui pourraient être complémentaires. Voilà. Alors, je vais pas trop m'avancer. Euh, je ne vais pas trop m'avancer. Alors, juste pour répondre à quelques questions à dire brièvement. Calary recrute énormément d'ingénieurs, ne serait-ce que pour développer ces solutions, développer les prochaines générations de ça, les prochaines générations de microprocesseurs. Recrute des talents à Mambono, ça sans aucun souci. La division storage. Tu as le droit de dire que tu peux recevoir des CV, hein, ça c'est permis par contre. Oui, aussi, il n'y a pas de souci. À côté de ça, bah oui, c'est public hein, depuis un peu plus d'un an. Carré, alors c'est pour la division storage, je ne parle pas pour côté du computing AI, mais la division storage a racheté, on va dire, Arcapix ou Pixit Media de façon, entre guillemets, à développer son business côté storage, ça sans aucun souci. Côté AI, pour le moment, on développe notre solution de notre côté avec l'ensemble des partenaires et clients que l'on a. Il n'y a pas d'idée de rachat à gauche, à droite, aujourd'hui, en tout cas. Mais voilà ce qu'il en est. Renaud précisait dans le chat que la perspective CA qui est publique, hein, c'est CA 2023 de l'ordre de 30 millions, Merci, d'euros et un EBITDA positif attendu en 2023, hein, parce que Calray est encore une start-up. Et donc, effectivement, il mentionne que c'est la première fois que les comptes seraient à l'équilibre et ce serait une excellente nouvelle. Merci Renaud. On revient à des questions un peu plus techniques. Donc, est-ce que Cannes supporte d'autres frameworks que TensorFlow? Donc, la personne fait mention de PyTorch et de OneNX, que je crois que tu avais mentionné OneNX. Hein. Oui, effectivement. Alors, OneNX et TensorFlow sont supportés de la même façon. Le standard OneNX est largement utilisé. La passerelle de PyTorch vers OneNX est très bien faite. Et c'est pourquoi, pour le moment, on ne supporte pas directement PyTorch. Merci. Une question intéressante également. Donc, est-ce qu'il reste des sujets de R&D complexes et difficiles? En entendant complexe et difficile, comme il ne suffit pas d'avoir beaucoup d'argent et beaucoup de budget pour les résoudre. C'est une super question. Je ne sais pas si en quelques minutes je vais pouvoir y répondre. Il y a beaucoup de sujets complexes et difficiles. Après, c'est toujours les moyens à mettre en œuvre et qu'on peut mettre en œuvre pour pouvoir les résoudre. Que ce soit humain, matériel ou autre, hein, ça c'est clair. Oui, il y a d'autres perspectives sur lesquelles on penche, on bosse là-dessus. Vous parlez mentionné tout à l'heure des Transformers, par exemple, le support des Transformers. C'est quelque chose qui n'est pas forcément évident et qui est pour nous un enjeu auquel on essaie d'y répondre. Ne serait-ce que sur les ressources hardware ou sur les ressources software, parce que bien sûr, ça fait partie, entre guillemets, de nos volontés. Ça, c'est sûr. Il y a d'autres problématiques, hein, ne serait-ce que sur l'edge computing. Je vais parler autre que réseau neurone, pardon. Il y a aujourd'hui des algorithmes que l'on intègre et qu'on essaie pas de résoudre, mais d'apporter des solutions industrielles, hein, parce que c'est ce qu'on essaie de faire aussi, plus que des solutions, on va dire, théoriques, et des solutions industrielles autour de la 5G, par exemple. Et tout ça, c'est des phases et des points de développement sur lesquels on essaie d'appuyer, d'avancer
le plus vite et le sereinement possible. Voilà. Merci. Donc, en fait, en substance, il n'y a plus de problème irrésolu, de verrou technologique où il nous manque la science, où il nous manque, je dirais, je mets les guillemets, hein, il n'y a plus qu'à, en fait. Il n'y a plus qu'à. Une autre question assez technique quant au support des instructions FP8. Oui. Je ne sais pas si j'ai vu sur la question. Du coup, c'est quoi la question par rapport à FP8? Support des instructions FP8. C'est dans notre roadmap de pouvoir supporter du FP8. Après, comme je disais, c'est toujours en sous-définition. Voilà, la 4e génération de processeur est toujours sous définition, donc je ne peux pas le garantir. Mais oui, c'est un sujet sur lequel on travaille. Une question pour savoir si le parseur et le générateur de code est ouvert, donc j'imagine en open source. Non, non, c'est du code. En fait, Privé. c'est du code fermé dans le sens. Alors, il y a du code qui peut être pseudo-ouvert. Ouais, il y a du code cadré qui, là, entre guillemets, à permettre d'avoir des built-in functions, des fonctions, on va dire, propres à cadrer qui vont être très efficaces sur un MPPA. Ensuite, on a toujours la capacité à supporter des layers ou des fonctions mathématiques qui ne sont pas dans le moteur et le parseur de Calray. Et dans ce cas-là, l'utilisateur a toujours la capacité à pouvoir ajouter des fonctions custom en adéquation avec son réseau de neurones. Par exemple, une layer non supportée dans le réseau de neurones peut très bien être fait par le client. Merci. Je vois qu'on est en train de déborder légèrement de l'heure, mais on a démarré un poil en retard, donc on a peut-être le temps si une autre question arrive dans le chat. En attendant la question, je vais commencer à te remercier parce que la présentation, encore une fois, était très, très, très claire. Donc, personnellement, je connais Calray depuis la création, mais je n'avais pas eu l'update depuis quelques temps. Donc Donc, tant mieux. merci pour Merci. ça. Merci pour ça. Et puis, effectivement, on voit une belle alternative quand même effectivement, aux solutions américaines. Et donc, il y a un côté souverain à avoir une boîte française et européenne. Donc, on peut mettre le petit coq en plus gros pour une prochaine fois. Voilà. Ouais, j'y penserai, pas de souci. Merci Eh ben, merci à beaucoup. vous. Bonne journée à tous. Bonne Au journée. revoir. Au revoir.